à l'ETS qui a pisté en fait cette opportunité-là, qui nous a dit: «Hey, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait embarquer?» Et une discussion, s'est entamée à ce niveau-là pour vraiment voir, c'est quoi les tenants et aboutissants et à vrai dire, on le savait pas trop. On a regardé un peu, il y avait une belle orientation sur la nature positive, mais on savait pas exactement, où ça allait nous mener de nous engager. Puis c'est un peu ce qu'on s'est dit au début en disant: «Ben, en fait, rien à perdre, on y va, on signe, on veut tous, avec nos valeurs propres, améliorer l'état de la biodiversité, donc embarquons dans la machine, puis si ça devient contraignant, ben, ça sera à nous de suivre, puis d'essayer d'assurer, en fait, la performance de nos institutions». Ça a convaincu. Fait qu'au niveau universitaire, dont je parle aujourd'hui, on était 11 universités, puis je les ai nommées quand même. Il y avait l'INRS, McGill, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, l'ETS, le HEC, le Polytechnique, l'UQAM, l'UQTR et l'UQO, ainsi que nous à l'Université de Montréal, qui l'avons signé, en fait, en même temps. Et ça a été un bon défi là, d'arrimer toute notre démarche pour qu'on ait une communication commune en même temps. Je suis sûr qu'il y en a qui s'en rappellent, qui vont faire le petit sourire en coin. Aligner les communications, c'est un défi. Les universités sont préoccupées à plusieurs niveaux, là, évidemment, pour ce qui est de la nature positive. Ça peut prendre plusieurs formes. Puis, par exemple, c'est des grands acheteurs, les universités. Il ne faut pas oublier ça. C'est des petites villes en tant que telles. Donc, de s'adresser directement à travers nos politiques d'approvisionnement, c'est un des enjeux, par exemple, qu'on pourrait nommer, qu'on essaie de mettre de l'avant, puis vraiment améliorer, en fait, notre empreinte au niveau des impacts que ça a sur la façon qu'on s'approvisionne et l'impact sur la biodiversité. Ce que c'est, pour finir, en fait, peu de choses. Comme je le disais au début, il y a 2 ans, on s'engage, les universités signent, on embarque dans la démarche qui vient d'Oxford. Et l'année dernière, on a eu à faire notre première édition de compte. Petite anecdote, on s'installe avec mon directeur, Ronald Jean-Gilles, on regarde un peu ça, on dit: «OK, il faut prendre un temps pour remplir ça». Et finalement, ben, tout le monde l'a fait, là. C'est pas si contraignant la première année, il faut le dire. C'est vraiment juste un état des lieux. Est-ce qu'on a pris des engagements? Est-ce qu'on a continué à assurer notre performance, notre vigie au niveau de la biodiversité? Et ça en est là. Fait que tout le monde, on a signé, on a fait notre première édition de compte. La deuxième s'en vient cette année en 2024. Donc, c'est un peu le portrait du NPU autour des universités. Merci, Alexandre. On pourra aller dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, justement, et qu'est-ce qui s'en vient. Je ferais peut-être un rebond en Catherine, parce qu'évidemment, le Nature Positive University, malheureusement, porte le nom University, mais on sait que c'est vraiment les établissements d'enseignement supérieur. Est-ce que tu voudrais un peu rebondir justement sur l'engagement plus des cégeps au Québec? Oui, voilà. Donc, les cégeps, on a plus d'une cinquantaine de cégeps au Québec. Donc, ça offre une possibilité quand même assez fructueuse de faire embarquer les institutions dans les engagements pour le Nature Positive. Lors de la COP 15, il y avait 2 cégeps, donc Dawson College et le cégep Vanier, qui ont signé, qui sont signataires en Nature Positive. Et puis, c'est en collaboration avec les universités qu'on a pu créer ce groupe informel qui rejoint les signataires en NPU ce semestre passé. Donc, on est ravis d'être parmi vous et puis on espère créer ou ouvrir des voies de communication autour de la biodiversité à travers tous nos établissements au Cégep. Merci beaucoup. Ben, je vais revenir sur le NPU, justement. Patrick, je sais que vous êtes pas mal impliqué à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous en dire encore plus que ce qu'Alexandre nous a vraiment... Alexandre nous a donné une mise en bouche, j'aimerais en avoir plus. Tout à fait. Ben, Alexandre a fait un très bon contexte et puis très bien expliqué les origines de notre engagement lors de la COP 15. En fait, la nature positive University, des fois on parle de l'Alliance aussi, l'Alliance des universités. C'est une initiative commune du Programme des Nations unies pour l'environnement et l'Université d'Oxford, dans le cadre de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. Fait que quand on s'est engagé, comme Alexandre l'a expliqué, là, on s'est engagé à respecter ou en fait à poser 3 gestes, soit faire un état des lieux, réaliser un état des lieux, par la suite se fixer des objectifs atteignables et mesurables. En troisième lieu, mettre en place des actions, évidemment, mettre en œuvre nos plans d'action en matière de biodiversité pour atteindre des objectifs. Puis, évidemment, comme Alexandre l'a mentionné, rendre compte chaque année des progrès accomplis. À ce jour, le réseau va très, très bien. C'est 670 universités dans 108 pays qui font partie du réseau, mais c'est 141 universités là, qui ont fait l'engagement, ce qu'on appelle le pledge. Ils ont dernièrement aussi, ils mettent beaucoup d'emphase. Il existe également un réseau d'ambassadeurs étudiants nature positive
Puis on voit qu'actuellement, il y a 857 ambassadeurs de 59 pays. Fait que bref, c'est un réseau très dynamique qui est coordonné par Émilie Holly de l'Université d'Oxford, avec beaucoup d'activités, des conférences, nombreux outils. Bref, je pense que tu les as rencontrés cette semaine ou la semaine dernière. Nous, d'ailleurs, l'Université de Sherbrooke, on a eu la chance d'aller les rencontrer à Oxford en juin dernier. Et la délégation a été vraiment impressionnée là, par l'activité du réseau, tout le support, tout ce qu'ils font dans ce domaine-là, mais aussi par l'intégration de la biodiversité dans leur mécanisme de gestion au niveau de l'Université d'Oxford. Là. On peut vraiment dire que dans leur cas, là, les bottines suivent les babines. Là, ils sont vraiment impressionnants. Puis je pense que Catherine, là, qui travaille étroitement avec eux, pourra aussi renchérir, c'est ce que j'ai mentionné. Fait que bref, en résumé, c'est un réseau très dynamique. Puis je pourrais vous expliquer tantôt comment que ça a créé une bougie d'allumage dans notre institution à Sherbrooke. Merci beaucoup. Ben ouais, en fait, c'est ça. Quand j'ai rencontré Émilie, ce qui est le fun, c'est de voir justement que c'est pas un mouvement québécois. Évidemment, aujourd'hui, on s'intéresse au Québec parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est de le mettre en œuvre ici, au Québec. C'est vraiment fun de voir justement que c'est un momentum et de la collaboration globale, justement, un peu pour tous avoir le même but. On parle beaucoup de NPU parce que c'est l'initiative un peu qui a été signée pendant la COP15, mais Catherine, je sais que tu es aussi impliquée justement pour l'initiative Biodiversité au campus. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir. Donc, on travaille étroitement en partenariat avec MPU. En fait, MPU pose la question à tout établissement qui souhaite être un membre du réseau, s'il souhaite participer aussi au réseau Biodiversité au campus. Grosso modo, c'est un projet e-naturaliste, mais c'est aussi un point de connexion entre les établissements qui font de la science participative pour recenser la biodiversité au campus. Donc, ce qu'on fait, on crée ce qu'on appelle des polygones géomatiques pour les universités, les cégeps, les instituts qui n'en ont pas, pour faciliter l'observation automatisée au campus, pour créer un profil de base, justement pour créer cet état des lieux que certains établissements hésitent à définir ou ont du mal vraiment à définir. Donc, ces projets institutionnels qu'on crée sont aussi interconnectés et on peut voir un aperçu global du nombre d'espèces recensées sur nos campus, du nombre d'observateurs et du nombre d'observations au campus. Et cela est intéressant puisqu'on sait que nos campus offrent des sites privilégiés pour l'observation de la biodiversité, surtout en milieu urbain. Nous, on est à Montréal où c'est fortement minéralisé et on sait qu'à Vanier, par exemple, on a un petit oasis en espace vert dans un arrondissement qui est d'ailleurs très minéralisé. Les études démontrent récemment en Espagne, il y avait une étude que les universités ont une diversité taxonomique plus grande en situation urbaine que les parcs urbains autour. Ça, c'est une étude en Espagne de 2023. Et donc, on essaie vraiment de privilégier cette idée de la valeur écologique de nos campus et d'avoir un snapshot, pour ainsi dire, du nombre d'espèces. Très, très vite, dans le monde, on a recensé, grâce à ce projet, plus de 12 000 espèces, plus de 165 000 observations en biodiversité faites par nos étudiants et les gens au campus. Au Québec, on a recensé plus de 4 000 espèces sur nos campus. Et ça, c'est juste les trentaines de campus qu'on a au Québec. Donc, c'est bon augure pour la valeur écologique de nos campus. Et d'ailleurs, si les gens sont intéressés, je vois des noms dans l'audience, des personnes, des institutions qui sont déjà membres, mais si jamais on va avoir un appel à action, mais n'hésitez pas à me revenir avec d'autres questions, puisque ça a été un très court abrégé de survol du projet. Merci beaucoup, Catherine. En fait, tu parles justement du besoin de documentation, du fait qu'il faut mieux comprendre, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier évidemment que les établissements d'enseignement supérieur, c'est évidemment des campus et des pouvoirs d'achat importants, mais c'est aussi un rôle de recherche assez important. Ça me permet justement de faire le bon sur toi, Guillaume, tu sais, justement avec le QCBS, mais aussi avec l'Université de Sherbrooke, là, évidemment, en tant que dans le département de biologie. Est-ce que vous avez vu avec la COP15 justement un momentum, quelque chose d'un peu différent? Évidemment, la science de la biologie n'est pas nouvelle, mais est-ce que la COP15 a amené un certain vent de fraîcheur ou quoi que ce soit au niveau de la recherche? Oui, ben moi je pense que oui. En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a commencé à en parler beaucoup, tu sais, dans les médias. Puis ça a un peu stimulé la recherche de ce côté-là. Ça l'a donné
un des aspects que l'accord de Cumin à Montréal a donné, c'est une ligne directrice pour savoir un peu c'est quoi les besoins des gouvernements. Puis, dans ce sens-là, ça a stimulé la recherche au CSBQ, au Centre des sciences de la biodiversité du Québec, mais aussi à travers le monde. Donc, pour donner un petit peu de contexte, au CSBQ, ce que ça l'a fait, c'est que ça a généré un intérêt à construire on est dans les balbutiements de ça, mais construire un rapport qui serait un peu l'équivalent du rapport de l'IPBES sur l'état de la biodiversité au Québec. Donc, l'idée de ça, c'est que le CSBQ rassemble beaucoup de chercheurs qui se spécialisent dans beaucoup de facettes de la biodiversité, autant les différentes espèces que les interactions entre les espèces, que les écosystèmes. Donc, on a toute cette puissance-là de recherche, si on veut, puis on veut essayer de la mettre en œuvre pour faire avancer la recherche, pour avancer nos connaissances sur la biodiversité au Québec. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au Québec, malgré le fait qu'on est très bon, on a de très bons chercheurs, on a le problème d'avoir un territoire qui est relativement peu exploré. Donc, il nous manque des données. Il y a des régions où on ne connaît pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un des buts de ce rapport-là. C'est aussi de présenter c'est quoi les zones qui sont riches ou pauvres en biodiversité, d'un peu aider à la prise de la décision, de faire des planifications. Donc, ça, c'est des choses que ça a vraiment stimulé. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a un côté, comme je l'ai mentionné, qui est en lien avec les données, donc d'avoir le plus de données possible pour être capable de comprendre la biodiversité, mais il faut aussi la modéliser pour pouvoir prendre des meilleures décisions, soit en conservation ou en gestion. Donc, c'est un peu ce but-là. Puis, il y a plusieurs initiatives à travers ça qui ont été développées en lien avec ce qui a découlé de la COP 15. Une des choses qui était un peu dans les balbutiements, mais qui a été lancée à la COP 15, c'est Biodiversité Québec, qui a pour un peu mandat d'organiser les données sur la biodiversité au Québec, puis ensuite de ça, de mettre de l'avant, de communiquer les informations. Mais il y avait aussi déjà d'autres choses qui existaient, qui étaient à des échelles plus larges, soit mondialement. Donc, sans rentrer dans les détails, il y en a plusieurs qui sont utilisés pour ça, comme GBIF, iNaturalist, eBird, eButterfly. Puis, en même temps, ça, c'est des choses qui existaient, puis on a commencé à vraiment les exploiter. Si on parle à des chercheurs, autant localement qu'à l'international, on voit vraiment qu'il y a un intérêt de plus en plus à travailler là-dessus, puis ça a développé des systèmes qui sont pour la modélisation, des regroupements de chercheurs qui sont très intéressants pour faire avancer, pour un peu amener à prendre des meilleures décisions avec les données qu'on a, puis aussi savoir qu'est-ce qui nous manque, dans quels endroits, qu'est-ce qui nous manque. Puis là, on voit vraiment une explosion avec des organismes comme Geobon, comme EcoCode. Puis il y a beaucoup, beaucoup de regroupements à l'international, un peu partout dans le monde, qui sont là-dedans. Puis le Québec suit un peu, fait partie de ces groupes-là. Merci beaucoup, Guillaume. Ben, nous, à Cali, on le voit beaucoup avec la Journée Québec, justement, l'implication, la plupart des secteurs privés, on a besoin de la recherche pour mettre en œuvre des indicateurs, on a besoin de la recherche pour mieux comprendre. Fait que, évidemment, super critique. Là, le secteur privé, par exemple, se dit très intéressé à collaborer, mais il n'a pas l'expertise, évidemment, pour faire rien. Fait que c'est vraiment important d'avoir ces collabs-là. Là, on peut peut-être y aller tantôt au niveau des initiatives, mais justement, le CRAB est ici, le QCBS est ici, la chaire. Fait que il y a beaucoup de monde et Biodiversité Québec, évidemment, sont présents pour justement différentes initiatives là, conjointes avec différents acteurs de la société. Merci beaucoup, Guillaume. Tu as bien repris le côté recherche, évidemment, là, qui est important au niveau des établissements d'enseignement supérieur. J'irai peut-être un petit peu plus dans le détail. Vous avez eu la chance d'expliquer en gros qu'est-ce que c'est, puis un peu les initiatives. Je vous laisserai peut-être tout un peu la chance de parler un peu plus depuis 2 ans, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe au Québec. Je commencerai peut-être par Catherine, justement. Est-ce qu'il y a des projets de développement intéressants qui se sont faits dans les 2 dernières années, justement, là, entre la COP 15 et la COP 16? Oui, donc au niveau institutionnel, pour le Cégep Vanier, on a plusieurs choses qui se sont passées. Donc, on a évidemment fait augmenter le taux de participation dans l'observation de la biodiversité, donc des BioBlitz assez grands, dont un qui était mis en relief par le Globe and Mail avec toute une page en avril dernier, qui était très bien, avec plus de 250 participants sur les campus.
Mais j'insiste un peu, il y a autre chose, il y a plein d'autres choses. Donc, on a un halte migratoire pour le papillon, qui est papillon monarque, qui est une espèce, comme vous le savez tous, en voie de disparition maintenant, officielle dans la Gazette du Canada. Mais j'aimerais insister aussi sur la connectivité. Souvent, on a tendance peut-être à chanter les louanges de nos propres institutions et c'est très bien, mais c'est aussi les projets qui nous relient les uns aux autres. Et je pense que c'est ça qui donne du momentum à NPU et à ce groupe qui se forme au Québec. Donc, à Vanier, on essaie de former un corridor écologique avec le Cégep Saint-Laurent et un cimetière qui est entre l'institution. Donc, on a cette idée d'un corridor écologique en plein centre-ville, en plein centre de l'arrondissement minéralisé. Et ça crée des contacts très intéressants pour nous. Donc, on a pu faire augmenter les taux d'observation, le nombre d'espèces qui était notre ligne de base, les états de lieu pour les pollinisateurs. Mais en même temps, on a pu créer des liens avec ces cégeps. Et maintenant, on est en train de planter les mêmes espèces grâce au WWF Canada, les mêmes espèces de vivaces indigènes, des arbustes indigènes, pour bonifier un peu le edge habitat, comme on dit en anglais, entre les deux campus. Donc ça, c'est un exemple de cette connectivité entre les institutions pour faire avancer les cibles. On a aussi l'importance de se servir des espèces fragilisées dans la communauté pour recenser la biodiversité hors campus. Donc, cette idée d'un laboratoire vivant qui a lieu pour nous, c'est les milieux humides du Technoparc, puisque c'est dans l'arrondissement du Saint-Laurent. Et donc, les cégeps Vanier, les cégeps Saint-Laurent, ils vont souvent en équipe avec les profs et les étudiants pour aider à recenser la biodiversité qui est là. Donc, ça aussi, c'est un geste de connectivité. Et puis, finalement, on essaie de suivre le leadership autochtone sur la conservation. Donc, on a invité Ganawagé Environmental Protection Office cette année pour venir nous expliquer comment éradiquer le néprin cartarctique qui est partout sur nos campus. Et puis, on a pu se servir de ce modèle offert par Ganawagé et mettre en place des efforts d'éradication qui suivaient ce leadership autochtone directement sur le campus. Donc, ce sont 3 exemples de connectivité qui nous fait avancer nos cibles pour MPU, c'est-à-dire de faire augmenter le nombre d'espèces et les pollinisateurs, mais en même temps qui crée des liens très importants et qui valorise ce contact avec la nature grâce à la science participative. J'ajouterai très vite que on a pu savoir que notre campus sert comme un hotspot pour les papillons. Et ça, c'est grâce aux données qui ont été transmises à GBIF sans qu'on le sait, puisque les observations qui sont au niveau recherche pour nos campus sont transmises automatiquement pour assurer la qualité des données. Et donc, on voit Vanier maintenant servir comme un point chaud, comme on dit, pour le papillon sur l'île de Montréal grâce à ces observations. Merci beaucoup. En fait, tu amènes le point justement sur l'importance de connecter avec la communauté locale, et ainsi de suite, les Premières Nations aussi. C'est un sujet évidemment super important de la COP16, justement, de discuter qu'il faut travailler ensemble et tout. Je voudrais peut-être rebondir avec Alexandre, parce que je sais qu'Alexandre, vous avez aussi quelques projets justement en lien avec travailler avec les Premières Nations. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Je peux toucher un mot de ça. Oui, dans le fond, de notre côté, c'est le campus de l'Université de Montréal avec plusieurs partenaires. En fait, là, on a identifié 7 sites de jardins de plantes médicinales autochtones. C'est une façon qu'on a eue de travailler sur d'autres territoires parce qu'on le sait, l'Université de Montréal est sur le Mont-Royal. Donc, c'est un site patrimonial pas très protégé. On ne plante pas ce qu'on veut. Ça fait depuis 2012 qu'on fait du contrôle d'espèces envahissantes. Donc, on essaie d'être un bon joueur sur la montagne. Donc ça, je pense qu'on avait un bon protocole, une bonne manière de faire. Les surfaces gazonnées, des fois, c'est moins évident à adresser. Comme conseiller en biodiversité, par exemple, où est-ce qu'on se dit, ben le gars de biodiversité, on va le mettre dans le milieu naturel. Puis pour les surfaces gazonnées, c'est plus de l'ordre du paysage ou de l'esthétisme. Puis j'ai peut-être un petit peu de difficulté, des fois, on peut dire, à adresser ces espaces-là qui ont un potentiel incroyable de conversion. Et le travailler avec les premiers peuples, avec double regard sur les sites, avec des porteurs de savoir qui nous amènent une lecture, qui viennent, qui inaugurent le lieu avec certains rituels,
qu'ensuite on est capable de se positionner et se dire, en fait, le travail qu'on va faire, on va le faire dans le sol, on fait du travail pratiquement invisible. Ensuite, on essaie de trouver des façons de retenir l'eau. Fait qu'il y a toute une nouvelle façon de réfléchir ces espaces-là pour en faire des lieux de médiation culturelle, puis aussi des lieux d'apprentissage où on peut tenir des ateliers pendant plusieurs heures pour valoriser, en fait, les productions de nos jardins. Fait que le milieu naturel, on n'a pas nécessairement le droit d'exploiter, donc d'aller chercher des plantes dans ces milieux-là, mais la surface gazonnée qu'on transforme en jardin, elle offre le potentiel de la cueillette, qui est quand même intéressant aussi dans le contexte de site patrimonial. Donc, on est capable de créer ces espèces d'opportunités-là, puis d'interface justement entre notre communauté, les étudiants, mais aussi les employés et nos porteurs de savoir qui nous accompagnent dans la démarche. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun comme orientation que ça a pris. Je ne l'ai pas vu venir, on peut dire, là. Ça s'est passé comme ça. On a suivi l'opportunité qui était en place, puis très beau partenariat qui s'est créé suite à ça. Donc, je le mentionnais, là, tu sais, nous, le site patrimonial, ça vient avec des défis un peu supérieurs. On joue un rôle au niveau de la connectivité écologique à l'extérieur de notre campus depuis 9 ans maintenant, 10 ans en fait cette année. La connectivité à l'intérieur de notre campus, c'est drôle, mais on ne l'adressait pas de cette façon-là nécessairement, mais en inaugurant notre plan directeur des aménagements, de notre côté, on a intégré en fait cette orientation-là. Donc, tous les projets qui vont venir par la suite vont devoir bonifier ou consolider le potentiel de connectivité in situ, donc sur notre site à nous, ce qui est quand même très bien. Ce qui m'amène à nommer quelque chose de particulier pour moi, parce que la question, c'est les grands développements depuis la COP 15. Ce que j'ai senti, là, moi je suis en poste depuis 14 ans, là, c'est la diversification des acteurs. Autant au début, dès qu'on parlait de biodiversité, on allait chercher le biologiste, mais maintenant, tout le monde a de l'intérêt, un regard dessus. La haute direction, les gens qui sont responsables des opérations, tout le monde a un rôle à jouer finalement sur la biodiversité. En fait, ça s'est senti, ce qui amène des fois des réunions plus complexes, il faut le dire, où est-ce que tout le monde a un peu son angle d'attaque au niveau des responsabilités puis de ses tâches, mais au final, on trouve un dialogue commun pour pouvoir, à notre façon, intégrer la biodiversité sur notre territoire. Puis je vais donner un exemple assez intéressant. C'est au niveau de l'approvisionnement alimentaire, mais de notre cafétéria. Je suis chargé de cours aussi en biodiversité. Je fais venir une experte de pêche et océan qui nous parle des enjeux de la surpêche. Évidemment, on est au courant. Mais aussi, on a des bonnes nouvelles. On sait qu'il y a un poisson en particulier, le sébaste, qui vient de se bâtir une population qui pourrait soutenir la pêche pendant 75 ans. C'est une bonne nouvelle qu'on a dans nos océans. On dit, waouh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on est capable, après ça, de prendre cette connaissance, la ramener via les cours, à l'adresser aux étudiants, puis l'internaliser dans nos pratiques? Fait que là, on développe ensuite un peu de recherche, on développe des stages chez les étudiants qui nous permet en fait de documenter, bien, il y aurait peut-être une chaîne d'approvisionnement à développer qui n'existe pas encore pour que le sébasse pêché au Québec se retrouve dans nos assiettes. Aujourd'hui, c'est 50 de nos poissons qui sont offerts qui viennent, qui sont en fait le sébaste, le poisson à chair blanche qui se retrouve dans nos assiettes. Donc, on a trouvé une façon d'adresser cette réalité-là puis de l'intégrer en fait dans nos pratiques. Ça, c'est un bel exemple là, de qu'est-ce qui est sorti depuis la COP 15. Je vais peut-être dire un petit mot aussi pour rebondir sur ce que Guillaume présentait là, avec Biodiversité Québec. C'est comme un vent de fraîcheur, cette chose-là, là, Biodiversité Québec, parce que c'est une espèce de machine qui produit de la connaissance en fonction des besoins de terrain. Puis, encore une fois, par rapport à la pratique, je ne veux pas dire qu'on a, à l'enseignement, pardon, je ne veux pas dire qu'on a une action en tant que telle, mais c'est des choses qui vont se mettre en place. La finance et la biodiversité. Ça, c'est tout qu'un défi parce que les gens qui ont le profil, qui ont un intérêt, disons, à la base pour protéger la biodiversité, ne pensent pas en premier lieu à développer des outils en finance. Puis je le sens. Quand je présente un plan de cours au début aux étudiants, on va avoir une semaine où est-ce qu'on va adresser finance et biodiversité. Vous devriez voir leur tête. Ils disent, voyons, j'ai pas pris un cours en gestion de la biodiversité pour ça. Puis encore pire, quand j'attribue les articles à lire sur le sujet, ils sont, ah non, pas moi. Mais au final, on découvre que c'est probablement un des leviers les plus importants. Biodiversité Conseil a joué un rôle vraiment, Biodiversité Conseil, Biodiversité Québec a joué un rôle important, en fait, pour développer cette connaissance-là. Donc, on voit qu'il y a une espèce de boucle itérative, une boucle qui est en train de se mettre en place parce qu'on développe une nouvelle connaissance qui est une première version, on l'intègre dans du contenu académique, après ça, on essaie de voir comment est-ce qu'on va le faire retomber en pratique, puis il y a quelque chose qui est en train de s'alimenter puis qui va s'amplifier au fil des années, on le sent. Donc, j'aurais encore bien des exemples à donner, mais je terminerai peut-être juste avec le fait que au niveau de la recherche, de nos pratiques, on a aussi des liens forts qui se sont créés entre la présence de la biodiversité et la santé. Les approches d'une seule santé, le One Health par exemple, où est-ce qu'on est capable maintenant de regarder nos écosystèmes sous un nouvel angle, avec un nouveau prisme, disons, où est-ce qu'on voit à la fois que si on fait attention à nos écosystèmes, à la santé animale, ben on fait attention à nous-mêmes en même temps. Ça, c'est un dialogue qui émerge de plus en plus, qu'on a pu à convaincre les gens. Je pense que ça résonne de plus en plus et ça se sent également. Donc, c'est mes petits
Un petit tour d'horizon là, sur 2 ans, là, comment les choses ont évolué. Puis c'est au niveau de la posture puis la diversification des gens qui s'intéressent à la biodiversité, je dirais. Merci, Alexandre. Tu fais le pont parfait pour que je pose la question à Guillaume, justement. Là, tu parles du rôle de la recherche, le fait qu'il y ait des acteurs maintenant qui s'intéressent à la recherche qui jamais n'auraient posé la question avant. Guillaume, veux-tu nous parler de quelques projets, justement, où on a vu des acteurs là, s'intéresser à la question de biodiversité alors qu'avant, on les voyait pas dans nos centres universitaires, les centres Oui, de bien, recherche? en fin de compte, ça tombe bien justement pour rebondir sur ce qu'Alexandre a dit. Il y a une chose qui a été développée, un centre de recherche qui a été développé assez récemment, qui s'appelle le CRAB, le Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes, qui a pour but de un peu faire le pont entre la finance et la biodiversité, vraiment faire le lien avec les suivis d'impact sur les écosystèmes, la gouvernance. Donc, on est vraiment dans ce monde-là. Il y a des choses qui ont été développées là-dedans qui, à mon avis, sont quand même super intéressant, puis je suis entièrement d'accord avec Alexandre sur le point de dire que c'est des aspects qu'on voit émerger beaucoup. D'un autre côté, ce qui ressort beaucoup de ce que j'ai vu, c'est l'intérêt d'essayer de combiner le plus de connaissances possible. Ça a déjà été soulevé dans la discussion, mais on voit par exemple, puis juste là, Catherine l'a mentionné un petit peu, qu'on a des gros efforts de sciences citoyennes qui sont mis en place, mais parce que c'est de la science citoyenne, il y a des endroits où on n'a pas d'informations encore, mais qu'on a des connaissances d'experts, on a des connaissances traditionnelles. Donc, il y a un gros effort à essayer de lier ça ensemble, ce qui est super intéressant. Puis, ça fait qu'il y a différentes initiatives qui ont été développées qui sont soit locales, nationales ou internationales, pour essayer d'un peu galvaniser ces idées-là, puis de mettre ça de l'avant. Pour en prendre quelques-unes, là, une des choses qui existe depuis un certain temps, c'est le Ecological Forecasting Initiative qui a maintenant un chapitre canadien qui a un peu pour but de lancer, un peu comme des genres de compétitions de modélisation, des compétitions sur la biodiversité, de dire ben, qu'est-ce qu'on a besoin puis comment on peut le faire pour répondre à une question spécifique. Il y a des gens qui ont développé en lien avec la NSF puis le CRSNG une initiative qui fait le pont avec l'intelligence artificielle, puis la biodiversité, puis les changements, comment on peut utiliser les connaissances qu'on a en intelligence artificielle avec le deep learning, avec toutes ces choses-là, l'apprentissage profond, pour nous amener à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur la biodiversité, comment ça marche, comment on peut prendre des meilleures décisions. D'autres initiatives qui ont été mises en place aussi qui sont en train vraiment de se lancer, c'est Bond in a Box. Là. Bond, c'est pour Biodiversity Observation Network. Puis l'idée de ça, c'est d'avoir un genre de système qu'on donnerait à des organismes ou à des pays qui ont besoin de connaissances sur quoi savoir, qu'est-ce qu'il y a sur leur territoire, comment ça marche. Pour la modélisation, mais aussi pour la prise de décision. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été développées comme ça et que moi, je trouve particulièrement stimulantes. Peut-être la dernière chose qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est que un des événements qui a été assez marquant pour la biodiversité, c'est que Géobon a organisé une conférence à Montréal en octobre l'année passée, en octobre 2023, puis qui parlait sur différents aspects de la biodiversité. Puis, à mon avis, il y a une présentation qui était particulièrement stimulante, c'est celle de Paul Hébert, qui a dit, entre autres, que la biodiversité, c'est une science qui devrait devenir une méga-science. Donc, par là, ce qu'on veut dire, c'est que il y a des grands projets, il y a des projets qui existent dans le monde qui sont à coût de dizaines, de centaines de milliards de dollars. Puis, on est dans une position, on devrait peut-être se positionner comme ça. En parlant de ce type de projet-là, on parle, là, par exemple, la construction de la Station spatiale internationale, le séquençage du génome humain, mais pourquoi on ne fait pas ça en biodiversité? C'est ce qui a lancé, puis moi, je trouvais que c'était particulièrement stimulant comme idée pour faire avancer les choses sur différentes facettes de la biodiversité. Merci, Guillaume. On voit qu'au niveau de l'Université de Sherbrooke, il y a de la passion dans la recherche. Est-ce qu'il se passe d'autres choses à l'Université de Sherbrooke, Patrice? Bien, effectivement, vous pouvez voir qu'on a une belle expertise à l'université. Puis, en fait, je vais vous revenir sur ce que je mentionnais, là, que Nature Positive Université était une bougie d'allumage. L'Université de Sherbrooke, on travaillait depuis un certain temps, en fait, depuis 7 ans, sur la mise en œuvre, la création d'une réserve naturelle universitaire du parc du Mont-Bellevue. On a la chance d'avoir à l'arrière de notre campus deux magnifiques montagnes, le parc du Mont-Bellevue puis le mont Géesbourg.
Et depuis 7 ans, on essaie d'aller chercher un statut supérieur de protection. Parce qu'il faut comprendre que notre terrain de 125 acres, on le prête à la ville de Sherbrooke depuis de nombreuses années pour en faire un parc municipal. Alors, qui dit parc municipal dit beaucoup d'activités récréatives, sport, vélo de montagne, etc. Et nous, on voyait notre terrain se dégrader d'année en année. Alors, on a mis, il y a 5 ans, en place un programme de suivi d'intégrité écologique avec nos enseignants, nos chercheurs, nos étudiants. Alors, c'est 18 indicateurs qu'on suit depuis 5 ans pour essayer de voir l'état, l'évolution justement de ce territoire de nos écosystèmes. Alors, on a rapidement venu à la conclusion que c'était essentiel de protéger le territoire avec un statut de réserve naturelle. Alors, ça fait 7 ans qu'on travaille avec la ville de Sherbrooke, qu'on travaille avec nos partenaires pour avoir cette désignation-là auprès du ministère. Ça a été fait, ça a été lancé le 8 octobre dernier. C'est vraiment une belle réalisation pour l'université de venir protéger ce territoire qui, pour nous, est ce qu'on appelle l'écosystème école. C'est un lieu d'enseignement et de recherche vraiment formidable pour l'université. Alors, on veut le protéger pour les générations futures pour pouvoir s'en servir à long terme. Alors, c'est un bel accomplissement pour l'université. Fait qu'on était déjà dans cette dynamique de créer une réserve naturelle. Et quand Nature positive est arrivé en 2022, c'était le timing parfait. Parce que là, on devait se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait comme plan d'action en matière de biodiversité? Oui, on a la réserve naturelle, mais on a aussi 3 campus, des terrains magnifiques. On a une station de recherche et d'enseignement à Johnville. Alors, qu'est-ce qu'on fait en matière de biodiversité? Nature positive est venue un peu compromettre, je dirais, la direction de l'université, ou en fait, la direction de l'université s'est engagée à dire oui, on s'engage, puis on va faire des actions en matière de biodiversité. À partir de là, on a, avec notre service des immeubles, dans le cadre de notre révision de notre plan de gestion environnementale, on a créé un plan d'action en matière de biodiversité. On a aussi positionné très, très concrètement la biodiversité dans notre plan directeur d'aménagement des campus. C'est un exercice qu'on est en train de refaire et de revoir complètement l'aménagement de nos campus pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et le volet biodiversité a pris une place très, très marquée et est un principe directeur. Fait que c'est venu orienter, si on veut, ça va orienter les décisions pour les prochaines années, puis nos façons de développer notre campus. À partir de là, aussi, on s'est rendu compte que oui, on avait la réserve, mais on avait besoin d'une connexion. Puis Catherine en a parlé un petit peu avec notre parc innovation, ce qui est un milieu humide. Fait qu'on a créé un corridor universitaire de biodiversité. D'ailleurs, on a fait un BioBlitz en collaboration avec la ville de Sherbrooke en juin dernier pour documenter un peu, je ne reviendrai pas sur les bénéfices de la BioBlitz, mais on a pu commencer à documenter notre corridor de biodiversité. Fait que ça aussi, c'est des actions qui sont directement liées. C'est sûr que dans le plan d'action de biodiversité, il y a plusieurs choses qui sont prévues. Et vous me voyez arriver. Avec tout ce qu'on a à faire et tout le travail, les actions qu'on a à faire, dernièrement, on a autorisé la création d'un poste de conseillère en biodiversité. Je le dis au féminin parce qu'elle est désormais connue. Je n'ai pas pu l'annoncer lors de la dernière rencontre du RQDD à Chicoutimi, mais c'est Mme Elisabeth Cazot qui va agir à titre de conseillère en biodiversité à partir du 11 novembre prochain. Fait que, bref, je pense que Nature positive est venue vraiment démontrer par la direction, par nos gestes, que dire, c'est une priorité. Puis je pourrais vous parler tantôt des enjeux qui viennent par rapport à ça, mais ça nous a été vraiment, c'était porteur pour nous pour pouvoir enclencher tous ces processus-là. Je pourrais vous parler aussi du programme d'intégrité écologique, j'en ai glissé un mot, mais ce programme a été reconduit pour les 5 prochaines années grâce à un don. Fait que on vient de garantir pour les 5 prochaines années, on va pouvoir faire le programme pour la réserve naturelle, mais on veut aussi l'étendre à l'ensemble du campus pour vraiment être capable de bien suivre. L'état des lieux, c'est important de bien suivre là, où on en est, où on veut aller. Fait que ça aussi, là, c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre dans les prochaines années. C'est sous la supervision ou également d'un collègue à Guillaume, là, c'est Patrice Bourgault, là, qui est notre conseiller scientifique. On travaille avec un organisme de la région Nature Canton de l'Est. Fait que bref, belle bougie d'allumage que ce Nature Positive University. Et pour nous, ça nous a vraiment permis de mieux structurer et de nous lancer là, pour faire de belles actions dans ce domaine-là. Merci. Tu me dis justement que vous avez maintenant une nouvelle conseillère en biodiversité. Ça me montre qu'il va y avoir d'autres trucs qui vont venir dans le futur. Tu sais, on a, avec le cadre mondial, justement, une mission de stopper totalement la destruction de la biodiversité et même régénérer, avec même en 2050, revoir notre relation avec la nature.
C'est quoi vos attentes avec la COP16? Puis évidemment, peut-être pas techniquement avec la COP16, mais c'est quoi vos attentes avec les 2, 3 prochaines années? Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'enseignement supérieur? Qu'est-ce qui va s'en venir? Évidemment, vous n'avez pas besoin de me donner d'exclusivité, c'est pas mon intention, mais qu'est-ce qu'en gros vous voyez s'en venir? Je laisserai peut-être 1 minute chaque environ pour qu'on puisse prendre évidemment quelques questions par la suite. Fait que, tour de table, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ben, Ah, je peux y aller. vas-y, Guillaume. Euh, Merci, Guillaume. moi, ce que je pense, c'est que Alexandre l'a un peu soulevé en disant qu'il y a des liens qui sont en train de se faire avec différents milieux qui sont naturellement pas nécessairement reliés avec la biodiversité, en parlant du milieu des finances. Mais moi, ce que je pense, c'est que ce genre de choses-là va un peu s'accentuer, de faire des ponts avec des regroupements qui sont autant artistiques, culturels, scientifiques, religieux, sociaux. Donc, vraiment couvrir très large pour qu'on ait des meilleures façons d'approcher les problèmes en lien avec la biodiversité. Pour moi, ça, c'est un des volets. Le deuxième volet, c'est que il y a une COP16 qui est sur la biodiversité, mais il y a une COP aussi sur les changements climatiques qui sont très séparés. Puis ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit perçu à un même niveau, si on veut. Ça me semble qu'on est rendu là dans les discussions, puis c'est des choses on devrait mettre de l'avant pour faire ces liens-là un peu plus. Je vais t'enchaîner Merci, ici Guillaume. sur la. Ouais, je vais y aller, David. Je pense que ce qu'on peut espérer, en fait, c'est développer vraiment un langage commun, justement, sur cette approche interdisciplinaire-là, où est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en emparent. Je pense que les gens veulent faire quelque chose. Dans certaines disciplines, on part de très loin, donc c'est vraiment d'essayer de faire son tour d'horizon, de voir comment est-ce que sa pratique peut avoir une influence. Puis ensuite, une fois qu'on a identifié ça, est-ce qu'on est capable de créer des emplois, peut-être même, pour avoir des spécialistes dans différents champs disciplinaires. Puis je vois l'opportunité, tant au niveau des étudiants qui s'inscrivent en ce moment, puis la diversité de profils, d'où ils arrivent, tout acabit, en fait, puis ils ont un intérêt pour la biodiversité. Certains se sentent imposteurs, mais rapidement, on réalise que c'est le rôle de tout le monde, là. C'est notre planète, c'est notre maison, puis on a tous quelque chose à apporter, en fait, pour l'amélioration de nos écosystèmes, leur restauration. Fait que je pense que ça va être ça. J'espère qu'on va être en mesure de se développer à la fois cette prise de conscience-là que la biodiversité, c'est l'affaire de tous, qu'on est capable d'avoir un dialogue commun, puis qu'on trouve nos bons mots pour pouvoir échanger là-dessus, puis qu'on ait une démarche partagée en simultané. Fait que je pense que c'est comme un souhait, je dirais, là, par rapport à ce que j'espère de la COP16. Je peux peut-être poursuivre. Mes propos rejoignent ceux de Guillaume et d'Alexandre. Puis je vais prendre mon chapeau de gestionnaire. Tout d'abord, je dois dire qu'on a une étudiante présente à la COP avec, sûrement David, tu l'as rencontré, Laura Fekino, et on a bien hâte de revoir son retour sur l'expérience, puis qu'est-ce qui s'est passé, notamment à l'atelier, au panel de nature positive. En matière de gestion, puis j'en ai glissé un mot tantôt, on a mis beaucoup d'énergie dans les dernières années dans nos institutions par rapport aux gaz à effet de serre, par rapport au changement climatique. C'est une priorité. Ça a été beaucoup intégré dans nos mécanismes de gestion. Je donne par exemple à l'université, aujourd'hui, quand on veut présenter un projet dans nos instances décisionnelles, on doit arriver avec une fiche qui prend en considération les facteurs ESG. Puis ce qu'on considère, c'est que le volet GES, changement climatique, est très bien compris, bien documenté. On est capable de présenter des arguments très, très, très bien puissants. Quand on arrive en matière de biodiversité, je retrouve ça rarement. Et je ne suis pas capable de voir un projet qui a été pensé, qui a été basé sur la valeur écosystémique, la valeur de la biodiversité. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, là, quand on est allé rencontrer Oxford, on s'est rendu compte qu'eux ont fait l'exercice, puis il s'est intégré dans les mécanismes de décision. Fait qu'une décision va reposer, oui, sur les changements climatiques et les GES, mais également sur la biodiversité. Je pense que je nous souhaite qu'on réussisse à avancer, puis on est bien outillés avec ce que vous avez entendu aujourd'hui pour être capable de bien mieux influencer les décisions en considérant la biodiversité. Est-ce que Catherine, tu voulais rebondir? Oui, juste Oui, très très bien. vite. Donc, cette idée qu'on voit avec le plan nature en 2030 au Québec et plus largement au Canada aussi,
on a moi, je viens toujours à ces discussions par le point de vue de la science participative et une certaine démocratisation d'accessibilité à la biodiversité. Et on trouve que c'est quand même exprimé dans les cibles énoncées que la biodiversité doit figurer dans toute la structure décisionnelle. On parle des institutions, des entreprises, des municipalités, etc. Et ça, on voit ce momentum, on le sent si on est dans ce bain-là. Pour avoir vraiment du pouvoir, par contre, il faut qu'il y a plus d'investissement financier dans la science participative et de pouvoir donner, par exemple, aux municipalités et par la suite à nos institutions la capacité de vraiment agir, puisque souvent ce travail est un travail de bénévolat. Donc, ce serait bien d'avoir encore un peu plus de financement. Notre grande journée NPU, par exemple, ça a été financé en part par le ministère, et ça, c'est le ministère de l'Environnement du Québec. Ça, c'est très bien. Il faut avoir encore plus de soutien financier pour réaliser nos efforts sur nos campus et dans les communautés dans lesquelles nos établissements se situent. Merci beaucoup, Catherine. Ben, j'en profite pour faire le pont. Tu vas parler du grand rendez-vous, justement. C'est que pour ceux qui ne savent pas, le 26 novembre prochain, au HEC Montréal, Centre-Ville, aura un événement qui se nomme, si je ne me trompe pas, merci Maxime pour le chat, le grand rendez-vous Nature Positive Universities Alliance au Québec. Donc, évidemment, vous êtes invité de vous inscrire là, pour seulement discuter des bonnes pratiques. Tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, du moins en grande majorité, sera approfondi et encore plus applicable, et on vous invite évidemment à y participer. Pour conclure, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Nous, justement, on fait des webinaires avec le milieu de la finance, avec le milieu municipal, justement, parce que ce qui est le fun, c'est qu'on voit que tous les milieux, justement, essaient de relever la barre de plus en plus sur la question de biodiversité. C'est le fun de voir les gens agir. Puis on sait qu'il y aura toujours des défis de financement, des défis que les changements climatiques sont mieux compris, et ainsi de suite. Mais je pense qu'on voit quand même le momentum. C'est vraiment le fun de vous voir justement agir et que vous ayez les quatre à accepter mon invitation, justement, de discuter là, du rôle des établissements d'enseignement supérieur en termes de biodiversité. Je laisserai évidemment là, les 11 minutes qui restent pour des questions de la salle s'il y en a. Mais évidemment, je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de discuter avec moi de ces enjeux et de ces solutions importantes surtout. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou seulement les mettre dans le chat. J'espère que vous avez été des conférenciers beaucoup trop clairs. Maxime, est-ce que oui? J'arrive pas à lever ma main. Je m'excuse. Je la lève en vrai. Patrice, c'est pour faire suite à ce que tu disais là, sur l'intégration des considérations de la biodiversité dans les décisions. Puis je fais appel à ton chapeau de gestionnaire encore, mais j'ai l'impression, puis ben, tu le sais, on en a déjà discuté, que la difficulté entre l'intégration de la biodiversité par rapport au GES, c'est la difficulté d'avoir des chiffres clairs. Les GES, c'est facile. On a réussi à les comptabiliser, même si, bon, en tout cas, on pourrait en débattre, là, mais ça nous donne un chiffre, c'est clair, c'est présentable, c'est pour des décideurs, c'est facile à utiliser, la biodiversité. On est en train d'essayer de trouver un indicateur qui serait plus parlant. Les biologistes n'aiment pas ça quand on fait ça, parce qu'on réduit à un seul chiffre là, ou une seule image la qualité des écosystèmes et tout ça. Donc, mais pour toi, qu'est-ce qui te faudrait là? C'est quoi le petit bout qui manque? Est-ce que c'est juste de continuer à éduquer puis de dire, ben, on va continuer à utiliser plusieurs indicateurs parce que c'est ça la biodiversité, ça se compte pas? Ou il faudrait vraiment pousser puis travailler vers un seul indicateur qu'on va pouvoir utiliser avec nos décideurs? Très bonne question. Puis d'ailleurs, on venait à discuter au grand rendez-vous, là, j'ai l'impression. Tu vous ai parlé tantôt de notre programme de suivi d'intégrité écologique avec 18 indicateurs. Ça nous a permis notamment de démontrer la dégradation du milieu là, du territoire de la réserve naturelle. C'est un outil important, mais c'est pas très parlant. Pour des gestionnaires là, qui ont besoin d'avoir un indicateur précis, je me situe où, là? Tantôt, je parlais des GES, mais c'est facile. On a réduit de 77 nos GES. Très facile pour un gestionnaire de comprendre. Quand tu arrives en matière de biodiversité, comment tu peux lui faire comprendre en 30 secondes qu'il faut poser action ou qu'il faut faire telle chose?
faut peut-être réprimander un de nos fournisseurs parce qu'il a détruit des milieux qui ont une grande valeur. Tu sais, qu'est-ce que j'arrive comme pour justifier de poser mon geste? Je suis d'accord avec toi, il faut essayer de trouver, il faut parler le langage de notre conseil d'administration. Fait que comment qu'on peut y arriver en 30 secondes? Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est des discussions qu'on va avoir lors du grand rendez-vous là, qui sont vraiment intéressantes. Il faut être capable de faire le pont. J'ai vu au Royaume-Uni, ils ont beaucoup mis d'emphase sur le volet économique des écosystèmes, la biodiversité. Puis ils sont allés chercher, ils ont publié quelques reportages intéressants, là, quelques documentaires là, pour aller chercher. D'ailleurs, c'était présenté dans le cadre d'un congrès sur les changements climatiques. Puis ils sont allés chercher la fibre sensible, c'est que vous ne vous rendez pas compte comment que la biodiversité va nous coûter beaucoup plus cher ou sinon plus cher que les changements climatiques. Là. Fait que, ils sont allés parler le langage des administrateurs, des gestionnaires, mais difficile d'arriver avec un indicateur précis et un chiffre. Là. Les changements climatiques, on le sait, là, le degré, nos cibles, les cibles sont précises, sont soit en termes de température, en termes de réduction. En matière de biodiversité, ben, on a la difficulté, selon moi, là, là je parle en termes de gestionnaire, je ne suis pas spécialiste de biodiversité, mais on a de la misère à aller chercher ce langage-là pour dire qu'il faut agir parce qu'on est à 1,5 degré de la catastrophe. Là. Mais on est à combien de la catastrophe en matière de biodiversité? Ça, je pense qu'on ne l'a pas encore, ce langage-là. Là, je vais peut-être rebondir parce que c'est un des sujets principaux. Puis Guillaume, je te laisse pas rebondir si tu veux. Tu sais, c'est un des sujets vraiment importants à la COP16, d'ailleurs, parce que tout le monde doit augmenter sa biodiversité, justement, parler le même langage. Parce que oui, vous avez le défi entre gestionnaires et gens d'opération, par exemple, mais même mondialement, ben, c'est tous les pays qui doivent après ça mettre des plans en œuvre, qui doivent après ça s'assurer que localement, ben, les municipalités mettent en œuvre des trucs. Fait que la question de KPI est vraiment critique. Puis ça, on voit beaucoup à la COP, justement, ces conversations de dire, ben, il n'en faut peut-être pas juste un, non. Mais tu sais, c'est quoi les KPI qu'on s'entend qu'on peut parler le même langage? Parce que si tous les pays se décident sur des KPI hyper différents, ça va être impossible après ça de faire des bilans mondiaux. Puis après ça, ça va être dur de dire aux municipalités, par exemple, dans le plan nature, bon, ben, ça va être ça que vous devez faire. Fait que, il y a quand même un besoin, justement, de streamliner l'information biodiversité. Puis après, évidemment, dans des contextes locaux, là, de la rendre très locale, ça a été fait au Québec d'ailleurs. Et je pense que c'est ça, ça va être toujours un peu le débat entre, OK, ben c'est quoi un KPI qui fait l'affaire de tout le monde pour être comprenable, mais en même temps, un KPI qui rend service, évidemment, au niveau de la biologie. Guillaume, je te laisserai rebondir. Oui, ben Patrice, tu l'as bien défini. Le problème de la biodiversité, c'est que c'est un beau terme, mais ça veut dire plein de choses. Puis, contrairement au changement climatique, on a des termes qui sont bien définis. Puis je pense qu'il faut aller chercher là-dedans. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des efforts qui sont mis en place pour ça au Québec, entre autres avec la SNAP, qui travaillent très fort à essayer de trouver des indicateurs, justement, qui sont parlants pour le milieu des finances, pour les organismes qui n'ont pas le nez collé sur la biodiversité comme les chercheurs comme moi. Donc, il y a ce travail-là qui est en train de se faire. Puis, je pense qu'il faut être quand même optimiste de ce côté-là, savoir qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Merci. Je crois que Josiane, tu as une question. Oui, ben en fait, c'était juste pour réenchérir, dans le fond, ce que Patrice et Alexandre disaient. Moi, j'arrive du domaine municipal. J'ai été quand même plus de 15 ans dans le domaine municipal à travailler avec des décideurs. Puis, parler d'environnement, à un moment donné, c'était difficile parce que c'était comme un langage que tout le monde utilisait à son image. Euh, Quand on parle de santé, d'impact sur la santé, on est capable de convaincre monsieur et madame tout le monde, dont des élus politiques. En tout cas, moi, ça fonctionnait pour moi. Puis, quand on parlait de changement climatique, aussitôt que tu parles d'éléments concrets, d'impact concret, comme justement les inondations, les îlots de chaleur, les trucs comme ça, ben là, on était capable d'amener puis de parler là, le fameux langage commun, là, de parler de changement climatique. J'ai l'impression qu'avec la biodiversité, ça va être un peu la même chose si on parle de santé. Moi, j'utilise beaucoup le langage environnement, santé, c'est la même chose. Puis je pense qu'on est capable d'aller chercher la compréhension des décideurs là, quand on parle de ça. Merci, Josiane. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Un angle, un outil peut-être que je peux ajouter, c'est l'affect. Je me familiarise beaucoup avec comment ça fonctionne au niveau de la neuroscience, puis comment est-ce que on est interpellé par quelque chose qu'on trouve fragile, délicat, important. Puis ça vient toucher une fibre
très émotive chez les gens. Puis souvent, cette fibre émotive-là, ben, elle peut nous amener à passer à l'action. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi à creuser sous l'angle de l'affect, de comment est-ce qu'on est capable de peut-être pas le chiffrer avec un seul chiffre clair que tout le monde comprend, mais de trouver en fait le véhicule qui vient interpeller les gens en touchant quelque chose de plus fort qu'eux-mêmes, en fait, puis les amener à dire, ben, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, je dois faire quelque chose. Fait qu'il y a quelque chose encore à creuser, peut-être c'est notre souhait par rapport à ce qui pourrait retomber à plus long terme sur de la COP16, puis cette prise de conscience-là qu'on a ensemble aujourd'hui, je parle de la planète, là, mais de se dire, ben là, on touche nos émotions. Les émotions nous amènent à agir. On n'est pas figé comme par l'éco-anxiété, par l'incapacité d'agir. Au contraire, cette éco-anxiété-là, on la convertit en pouvoir d'action. Il y a peut-être quelque chose aussi à tricoter autour de ça. Merci, Alexandre. Je vais m'en permettre une, en fait, parce que vous avez parlé, tu sais, justement, de chaîne d'approvisionnement tantôt, tu sais, justement, du fait que, oui, les universités, c'est centré sur eux d'une certaine façon, mais après ça, il y a quand même une influence plus large, sans nécessairement juste couvrir la chaîne d'approvisionnement. Comment est-ce que vous faites pour vous influencer les acteurs autour de vous? Puis, tu sais, Alexandre, tu as parlé peut-être du côté émotif, et tu sais, comment est-ce que vous allez faire pour influencer vos milieux? Est-ce qu'un de vous quatre aimerait me répondre? Tu veux y aller, Alexandre, ou je peux plonger un petit peu, là, très rapidement, Ah, là? vas-y. Ouais. C'est sûr que si on parle en matière d'approvisionnement, ben, on fait affaire avec des fournisseurs. Tu sais, on se doit d'être exemplaire dans nos pratiques et on se doit de demander à nos fournisseurs de l'être également. Je vous donne des exemples. C'est un fournisseur. Les universités se sont dotées de codes de conduite pour les fournisseurs. En fait, les fournisseurs doivent respecter. Et dans ces codes de conduite-là, ben, on peut demander des exigences de faire justement de protéger la biodiversité, de faire attention au GS, etc. Fait que, on a des critères qui permettent de contrôler, de suivre nos fournisseurs. Donc, on vient influencer les pratiques de nos fournisseurs. Au même titre, on peut aussi influencer avec notre pouvoir d'achat, mais des fois, il y a des certifications. En ce moment, on parle beaucoup de l'exploitation des fonds marins, l'exploitation minière des fonds marins. Mais comment nous, comme université, qui est un grand consommateur de produits électroniques et autres, ben, comment on peut influencer les certifications pour dire, ben, il faudrait vraiment inclure dans nos certifications une clause pour protéger ou empêcher l'exploitation minière des fonds marins. Fait que ça, c'est notre pouvoir d'influence. En fait, je pense que c'est notre devoir. D'ailleurs, c'est mentionné dans la nature positive qu'on doit agir et on doit influencer les gestes, les actions qui sont posées là, par la société. Là. Fait qu'on on a ce devoir-là, être exemplaire et influencer la société pour poser les bons gestes. Merci, Patrice. Est-ce que Dex, tu voulais rebondir ou c'est vraiment correct? C'est correct. Une autre solution, c'était la fameuse course aux certifications, aux reconnaissances, aux prix. Je pense que c'est des outils qui, même si quelqu'un au placé comprend plus ou moins les enjeux, quand on va la chercher, la certification, quand on va chercher cette reconnaissance-là à l'extérieur, ça permet toujours de donner de la crédibilité à ce qu'on est en train de faire. Ça donne du sens aussi. Je ne suis pas un apôtre des certifications, mais je pense que c'est un des outils qu'on doit aussi mettre de l'avant pour nous aider à avancer. Parfait. Il reste une minute au webinaire. Je vais tous vous envoyer un certificat de félicitations et pour justement que vous deveniez des leaders et vous poussiez encore plus la question. Je sais que vous le faites déjà au quotidien. Fait que j'en profite. Merci encore à vous quatre. Merci aux gens qui ont profité évidemment du webinaire. J'espère que vous avez apprécié les conversations. Puis on se dit rendez-vous dans 1 an ou 2 pour parler de qu'est-ce qui va s'être passé dans les 2 dernières années jusqu'à la COP17. Fait que merci encore à vous quatre et merci aux participants. Au revoir tout le monde.